ce n'est pas des dispositifs qui sont financés par l'ARS. La particularité, de l'offre d'accompagnement proposée par les plateformes de répit, bah, c'est que ce sont des prises en charge ou des accompagnements qui sont gratuits pour les usagers, le plus souvent. Des fois, il peut y avoir des petites choses, mais normalement, c'est pas censé, être trop, lourd en termes de soutien financier. Alors, comme je vous le disais, effectivement, le public concerné, donc c'est essentiellement, les personnes de plus de 60 ans en situation de fragilité et porteuses, et ou porteuses de maladies neuroévolutives et depuis peu de temps sur le champ, du handicap. Chaque plateforme de répit a, sa spécificité, on va dire, et va faire des propositions, qui peuvent être un petit peu différentes. Les missions principales d'une plateforme de répit, ça va être, accueil, soutien, écoute et accompagnement. L'idée, c'est de permettre aux aidants, d'avoir les moyens d'accompagner leurs proches au quotidien et de les soutenir. Donc on le fait par différents moyens. Donc effectivement, les plateformes de répit peuvent proposer des activités de soutien et d'écoute à destination des aidants. Alors soit les aidants tout seuls, soit le couple aidant-aidé, parce qu'effectivement, c'est pas on sait que l'accompagnement, parfois peut être complexe, surtout quand on accompagne une personne proche souffrant d'une maladie neuroévolutive. Les évolutions ne sont pas toujours simples, donc ça amène beaucoup de difficultés pour la part des aidants qui deviennent fragiles, au fur et à mesure du temps. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir les soutenir effectivement dans cette démarche d'accompagnement. On s'y prend en ayant effectivement une écoute active. Les plateformes de répit sont dotées de psychologues qui sont vraiment, formés pour pouvoir accompagner, les aidants dans leur travail, d'aidant. L'idée, c'est effectivement aussi d'essayer de retrouver, sa place en tant que proche et pas simplement en tant que soignant, ce qui peut parfois, dans certaines situations, être le cas. Heu, les plateformes de répit, sont également là pour essayer de favoriser, le lien social. Donc le lien social de l'aidant d'une part, mais aussi ça peut être également le maintien du lien social de la personne aidée. Donc elle propose, des activités favorisant, le lien social. Ça peut être effectivement, des rencontres sur les territoires, le lien avec le CCAS, tout ce qui peut favoriser, le maintien de la vie sociale et de lutter, contre l'isolement. Je pense que vous le savez, hein, mais être aidant a tendance à, favoriser, un isolement, social et familial duquel il est parfois difficile, de sortir. Je continue toujours sur, les propositions des plateformes de répit. Donc les plateformes de répit ont également pour mission de pouvoir proposer des temps de formation, d'information, pour permettre aux aidants de comprendre un petit peu ce qui se passe, dans le quotidien. De la même manière que l'on forme les professionnels en institution sur les différentes pathologies, sur les différents moyens de communication, l'idée, c'est de donner ces moyens-là, aux aidants. Donc on leur propose, des activités de sensibilisation, de l'éducation thérapeutique. L'idée, c'est vraiment, hein, de leur permettre d'augmenter leurs connaissances pour pouvoir, accompagner au mieux leurs proches, le plus longtemps possible. Et enfin, les plateformes de répit ont pour mission de pouvoir proposer des solutions de répit. Alors ces solutions de répit, elles peuvent être diverses. Comme je vous le disais tout à l'heure, les plateformes de répit financées par l'ARS sont accolées à des accueils de jour et à des résidences. Donc les accueils de jour, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ce sont des, comment dirais-je? Ce sont des centres qui permettent d'accueillir à la journée des personnes en situation de fragilité et en situation de dépendance. L'idée, c'est effectivement de leur proposer, un environnement fait de stimulation sociale, de stimulation cognitive et de stimulation, à la mobilisation.
par le biais de certaines activités qui sont organisées sur les plateformes de répit. C'est avoir une structuration de la journée qui leur permette de garder des repères, qui leur permettent de pouvoir, conserver des habitudes de vie et aussi des habitudes de, simulation sociale parce qu'effectivement, avec le temps, on perd l'habitude d'échanger correctement avec, avec les gens et avec les proches. Pendant que la personne est en accueil de jour, ça permet à l'aidant d'avoir un répit et de pouvoir organiser, sa vie un petit peu différemment. Donc les accueils de jour, ils fonctionnent, pardon, du lundi au vendredi, souvent de 9 heures à 17 heures et sont fermés les jours fériés et les week-ends. Dans certains cas, il existe des accueils de nuit, mais pour être honnête, sur le département du Val-de-Marne, je ne pourrais pas vous répondre s'il y a des accueils de nuit, mais je sais que c'est possible. On peut y venir une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Le projet de l'accueil de jour, c'est de permettre aux personnes de rester à la maison le plus longtemps possible. Ça, c'est l'un des objectifs des accueils de jour. Et enfin, j'ai fait un petit peu ce petit dessin-là concernant un peu le répit parce qu'effectivement, c'est pour ça que les accueils de jour sont accolés à des résidences parce que, l'idée, c'est de pouvoir, favoriser l'organisation de ces jours de répit lorsque c'est possible, dans des structures. L'avantage de l'accueil de jour, c'est que ça permet effectivement de se familiariser avec une partie de la vie en collectivité et souvent, ça permet aux aidants de pouvoir, reprendre un petit peu, de vacances ou de pouvoir s'organiser pour pouvoir aller à des rendez-vous médicaux, parce que des fois, c'est compliqué aussi quand il y a des opérations à venir. Donc voilà, donc les plateformes de répit, enfin les professionnels des plateformes de répit ne se substituent pas à ce qui existe déjà sur le territoire, mais elles sont vraiment là pour essayer d'accompagner et d'orienter tout en travaillant en partenariat avec, les professionnels du territoire. Donc effectivement, on peut avoir des liens privilégiés avec les espaces autonomie, avec le DAC. Des fois, c'est le DAC qui va nous orienter, des gens, hein, des aidants qui sont, fatigués, fragilisés et l'idée, c'est effectivement de se mettre un petit peu, en disponibilité pour leur permettre, d'être, d'être accompagnés et de ne pas être, isolés. J'ai une dernière slide à vous proposer. Hop là. Donc sur le département du Val-de-Marne, il existe 4 plateformes de répit qui sont financées par l'ARS. Donc, il existe, alors ça, c'est pas sur le territoire qui nous rassemble aujourd'hui puisque c'est sur le DAC Ouest, mais il existe l'association Delta 7. Sur le DAC Est, donc qui est la zone d'intervention, pour laquelle on est concerné aujourd'hui, il existe 3 plateformes de répit qui permettent de couvrir en partie le département du Val-de-Marne. Donc il existe la Maison des aidants qui est à l'abbaye de Saint-Maur, la rencontre, des aidants qui est plutôt du côté de Saint-Maur aussi et la plateforme de répit de Valenton qui couvre le territoire, du, plateau Briard. Je vous ai mis une petite carte derrière pour que, issue du dispositif S'entraider, qui est une cartographie des plateformes de répit sur le territoire. Alors, il existe, les plateformes de répit qui existent, elles ont répondu à un appel à projet de l'ARS. Il n'empêche que sur les territoires qui ne sont pas pourvus de plateformes de répit en tant que telles, il existe des dispositifs, mais souvent qui sont portés par les mairies, par les CCAS, où elles ont monté des projets avec la conférence des financeurs qui leur permettent, pardon, de pouvoir faire des propositions d'accompagnement, notamment, au niveau collectif en proposant, des groupes, excusez-moi, j'ai un petit peu anticipé, en proposant, des groupes de parole, du soutien psychologique et du lien social. Par exemple, je sais que sur la commune de Sucy-en-Brie, ils ont un gros, gros pôle, ils ont un gros, gros CCAS et ils ont fait un partenariat avec la commune de Noiseau pour pouvoir développer, une rencontre des aidants. Donc il existe des dispositifs comme ça qui viennent compléter, les plateformes de répit. L'idée, c'est de pouvoir, accompagner les aidants, le plus possible. Donc je me suis permise de vous mettre, cette petite image-là qui est, un guide de ressources à destination de tous les professionnels, mais pas que de tous les professionnels, qui existe par département et qui a,
objectif de recenser l'offre d'accompagnement. Il est disponible sur internet si vous voulez, vous avez juste à marquer, «Centre aidé» et vous avez la possibilité d'accéder à toute l'offre, à destination des aidants, toutes les ressources qui existent, donc ça peut être intéressant. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, pas de questions pour l'instant, mais une petite remarque de la part de madame Nérich. Donc, il y a une place d'accueil de jour de nuit, dans l'EHPAD d'Arpavie de Choisy-le-Roi, pour Merci. information. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas où. Alors, qui répond à l'appel à projet de l'ARS pour les créations d'une PFR? Qui répond? Alors, au niveau des appels à projets, Oui. qui peut répondre à ces appels à projets de l'ARS? Pour avoir une plateforme de répit, Oui. il faut avoir un accueil de jour qui est accolé à un EHPAD, puisque ça fait partie de l'offre de répit. Il faut qu'il y ait Ok, déjà des solutions de répit qui existent et l'accueil de jour, c'est la première solution de répit, existante. d'accord. Donc dans le cahier des charges, en fait. Ok, La plateforme de répit la plateforme, elle est avec l'accueil de jour et l'accueil de jour, il est avec la résidence. Donc souvent, il y a le combo. d'accord. Est-ce que ça a pu répondre à votre question, madame Siflet? Alors moi, j'avais quelques petites Oui, questions merci. pour démarrer. N'hésitez pas à le notifier. C'était combien y a-t-il de personnes de votre équipe et quels profils ont-ils? Alors nous sur la enfin sur la plateforme de répit, de Valenton, il y a une psychologue qui est là à mi-temps, moi-même et on a, une ASE. Parce que l'idée, c'est quand on fait des propositions, sur, une rencontre des aidants, donc l'aidant peut venir, mais dans certaines situations, il n'y a pas d'accueil de jour et la personne aidée ne peut pas rester toute seule. Donc c'est chaque plateforme qui, identifie ce qu'elle peut mettre en place ou pas, mais du coup, on peut venir sur la résidence, le temps que le proche aidant puisse participer, à la rencontre des aidants. C'est pour ça qu'on essaye de faire des activités avec le couple aidant-aidé, au niveau, activité et lien social, mais on essaye de réfléchir aussi pour, faire en sorte que la personne aidante puisse quand même bénéficier, de l'ensemble de l'accompagnement, même si elle ne peut pas se séparer, de son proche aidé. Parce que des fois, il y a des situations où malheureusement ce n'est pas possible. Donc voilà. C'est chaque plateforme qui va réfléchir son accompagnement, en fait. Est-ce qu'elle peut, ou est-ce qu'elle peut pas? Hmm. Autre question, est-ce que ces plateformes sont à destination uniquement des résidents du Val-de-Marne ou est-ce qu'il y a un territoire d'intervention? Alors, les plateformes ont une zone d'intervention. En revanche, les aidants, eux, peuvent aller là où ils le souhaitent. Sauf qu'on fonctionne dans une logique de territoire. Donc la logique, c'est d'aller dans la plateforme la plus proche de son domicile. Voilà. Mais après, les gens sont libres d'aller, où ils le souhaitent. D'accord. Forcément, l'information que les professionnels de la plateforme vont pouvoir, donner sera pas nécessairement la même. C'est-à-dire que par définition, moi, je vais plus connaître le Val-de-Marne que, le 75 par exemple. Mais autant il y a une logique de territoire dans la création des plateformes de répit, mais les aidants peuvent aller là où ils le souhaitent. D'accord, Donc, OK. Donc par exemple, si, l'aidant est dans le 94, mais par contre la personne accompagnée est dans le 75, c'est possible que, bien sûr, par facilité, elle puisse, bien sûr, oui, oui. Là-dessus, il d'accord, n'y a pas de souci, c'est libre. C'est des dispositifs qui sont à destination des aidants. Après, les aidants, ils s'en saisissent comme ils le peuvent. mmh, Après, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est la capacité à pouvoir se mobiliser. Bah, effectivement, quand on est une personne, je sais pas moi, par exemple de 60 ans qui est aidante, bah, on aura peut-être des capacités de mobilisation et de déplacement plus faciles qu'une personne de 85 ans qui conduit pas ou auquel cas, voilà, il y a ces logiques-là de territoire aussi qui, à un moment donné, vont faire qu'on va peut-être aller plus sur un territoire, sur une plateforme que sur une autre. Après, c'est vrai que, ça, c'est chaque plateforme qui le fait, mais il y a plusieurs possibilités. Soit on fait du soutien sur la plateforme, mais on a aussi la possibilité de se déplacer, soit à domicile, soit par téléphone. Il y a des plateformes qui ont une chaîne YouTube. Enfin voilà, il y a une mise à disposition de ressources qui est différente en fonction de chaque plateforme. d'accord, OK.
Quelques petites questions alors. J'ai, madame Baudin qui souhaiterait avoir la carte, des PFR au niveau du territoire. Bien sûr. Alors, Hem, je sais pas si c'est est-ce que vous la voyez? Hop là. alors est-ce que c'est cette carte-là ou plutôt l'autre? Où il y a le où avec les différents, Attendez, hop, je vous dis ça de suite. Hop là. Voilà. Ça, c'est la carte qui est dans le guide de Centraide. Donc on voit les 4 plateformes de répit. Delta 7, ABCD, la maison des seniors et la plateforme de répit de Valenton. Et en fait, on voit qu'il y a des territoires qui sont pas pourvus, hein. ce qui est en orange finalement, c'est les territoires qui sont pas pourvus. Exactement, ouais. OK. Donc là, le dernier appel à projet concernant les plateformes de répit, c'était sur le champ du handicap, sur le champ des maladies neurodégénératives. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'appel à projet. Peut-être qu'il y en aura, mais en tous les cas, pour moi, il n'y en a pas encore eu. L'éligibilité pardon, pour, accéder au PFR, la durée et le financement de l'accueil de jour. Alors, peut-être les conditions d'éligibilité peut-être pour démarrer? En gros, qui peut venir, sur les plateformes de répit? Oui. N'importe quelle personne qui est en situation d'aidant. Donc à partir du moment où vous aidez une personne, soit en situation de plus de 60 ans, soit en situation de fragilité, soit porteuse d'une maladie évolutive, vous pouvez vous rapprocher d'une plateforme de répit. Ça pose pas de souci. Il y a parfois des situations où, les aidants sont jeunes, voire très jeunes. Donc je sais que par exemple l'association Delta 7, la coordinatrice, elle travaille également pour une association qui s'appelle JADE, qui a des missions spécifiquement dédiées sur l'accompagnement des jeunes aidants. Parce qu'effectivement, quand on propose, des groupes de parole, par exemple, bah, on va pas se projeter de la même manière avec un grou enfin, en termes d'identification, de projection, c'est pas la même chose. Donc je sais qu'il y a des associations, notamment l'association JADE, qui elle s'est spécialisée dans l'aide aux aidants jeunes, même si, pour le reste, on est plutôt sur des aidants, un petit peu plus, âgés. On va dire ça comme ça. Et je crois qu'il y avait une autre Oui, question. alors, y a-t-il une durée maximum? Non. Donc ça peut être, Alors, les pla concernant, après ça dépend de quoi est-ce que l'on parle. Si on parle, d'accueil, de soutien, d'écoute, il y a pas de durée, il y a pas de durée, délimitée. Il faut que ça reste, porteur de sens. Après, les psychologues des plateformes de répit n'ont pas vocation à se substituer à un professionnel, du domicile, un psychologue à domicile, par mmh, exemple. mmh, On ne fait pas du travail psychothérapeutique dans le sens, clinique du terme. En revanche, je sais que, par exemple, dans l'espace autonomie de Boissy-Saint-Léger peut mettre à disposition, 6 séances de consultation avec un psychologue et c'est pris en charge par le département. d'accord. Donc il y a des choses vers lesquelles on peut orienter, les aidants si jamais il y avait besoin d'un accompagnement psychologique un petit peu plus poussé. Concernant les activités de groupe, bah, c'est tant que les aidants ont envie de participer, il y a pas de difficulté. Souvent, ce qui se passe, c'est que, lorsque, la personne aidée vient à décéder, il y a toujours souvent une période de transition pendant laquelle l'aidant vient encore un petit peu sur les activités de plateforme et puis après, au fur et à mesure, ça a un petit peu moins de sens. Mmh. Moi, ce que je trouve dommage, sur notre territoire, c'est que à partir du moment où la personne aidée décède, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Sur les plateformes de répit, souvent, on continue un peu à accompagner les gens, à faire une forme de transition, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas confrontés à ce que du jour au lendemain, tous les dispositifs, d'aide et d'écoute, s'arrêtent, par exemple. Et alors, dernier point, c'est au niveau du financement de l'accueil de jour. Comment ça se passe? Alors le financement de l'accueil du jour, il y a un prix à la journée. Il y a un prix à la journée et je crois que ça dépend des accueils de jour. Voilà. Donc c'est en général, c'est une quarantaine d'euros, à la journée.
Je sais que, dans certaines situations, l'APA peut prendre un tout petit peu en charge, mais c'est selon certaines conditions et c'est pour ça que c'est compliqué dans certaines situations parce que, malheureusement, ça l'accueil de jour reste, quelque chose de payant à l'heure actuelle. Heu, donc OK. Et pour cet accueil de jour, y a-t-il un degré, heu, oui. au niveau de la part d'autonomie, est-ce qu'il y a un degré, Alors les accueils de jour fonctionnent pas en fonction de l'autonomie du GIR, si c'est la question que vous mmh, posez. L'objectif des accueils de jour, c'est favoriser le maintien à domicile. Donc c'est proposer des activités dont les personnes sont en capacité de pouvoir se saisir. d'accord, Donc chaque accueil de jour va avoir, une teinte en fonction de l'établissement qui va accueillir l'accueil de jour. Donc effectivement, il y a des accueils de jour où il y a des personnes qui sont très certainement, plus autonomes que d'autres accueils de jour. d'accord, Voilà, mais c'est pas le degré d'autonomie qui va orienter la validation d'un dossier en accueil de jour. C'est vraiment l'adéquation entre, les besoins de la personne et les possibilités d'accueil, de l'accueil de jour. d'accord. Ça se fait toujours avec un Au cas par dossier. cas. Oui. Oui, c'est au cas par cas et c'est toujours avec un dossier médical. Alors, est-il possible de solliciter n'importe quel PFR ou est-ce sectorisé? On revient à la première question. Moi, dans l'esprit, il y a rien qui empêche, de répondre. Après, effectivement, encore une fois, c'est une logique de territoire. Si on me sollicite pour un secteur que je connais pas trop, je vais avoir des difficultés à accompagner, correctement la personne. Mais en tous les cas, nous, on est censé intervenir, enfin voilà, Ouais. on est censé mettre à disposition sur un territoire. Après, les gens font ce qu'ils souhaitent. Alors, on a quelques infos enfin. Alors, les espaces autonomiques, demain proposent du soutien individuel et des groupes de parole pour Mmh. les aidants. Oui, Donc, en ce qui concerne l'espace autonome 4, c'est une fois par mois, soit le lundi après-midi de 14h à 15h30, soit le samedi matin de 10h à 11h30. eh ben, c'est Vous nous chouette. contactez directement. Donc, merci beaucoup, madame Ezaraf. Donc, vous avez le numéro de téléphone et le mail si besoin. Je ne manquerai pas de me rapprocher de vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quel est le taux de financement de l'ARS pour la création d'une plateforme de répit? Mmh. Alors là, c'est des éléments qui dépassent ma compétence. L'ARS donne une enveloppe de financement pour pouvoir faire fonctionner, la plateforme de répit et je pourrais pas vous répondre plus que ça. L'idée, c'est de dépenser son enveloppe et pas plus. Mmh. Voilà. Oui, bah, c'est ça marche comme ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions. Le diapo sera à disposition, de la connexion sur notre internet avec notamment, les coordonnées, donc vous aurez l'information. Je propose de passer à notre seconde intervention, donc hem, la médiation familiale de l'UDAF du 94. Madame, Bourrier, je vous laisse la main. Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Ségolène Verrier-Brouet, je suis médiatrice familiale au sein de l'Union des associations familiales du Val-de-Marne, l'UDAF, que vous connaissez peut-être parce que bah, c'est une grosse association tutélaire, hein, dont la plupart de mes collègues exercent des mesures de tutelle et de curatelle. Et on est un petit service de médiation, on est trois médiatrices familiales spécifiquement formées à la thématique de la vulnérabilité. Donc j'ai une présentation, j'ai juste quelques slides pour expliquer un peu le principe déontologique. Qu'est-ce que c'est qu'un espace de médiation? Quel est le cadre éthique? Comment se déroule de manière pratico-pratique, un processus de médiation? Et puis après, j'ai quelques éléments sur, bah, qui peut nous solliciter, quel type de situation, on reçoit, dans les espaces de médiation et puis, nos coordonnées. Donc quelques principes, et le cadre un peu de la médiation familiale, hein. La médiation familiale, c'est un espace où on reçoit des personnes, c'est un espace de dialogue dans lequel on reçoit des personnes qui sont liées par un lien, familial.
Donc c'est des personnes d'une même famille ou avec des liens familiaux. Mais on reçoit pas, par exemple, une famille avec, une personne de l'extérieur, hein. On fait pas de la médiation entre la famille et une institution. Nous, c'est de la médiation au sein de la famille. Bon, c'est un espace de non-dialogue, un espace de dialogue et de non-jugement, pardon. L'idée, c'est que chacun puisse se sentir accueilli, dans la manière dont il traverse les événements, la réalité, que les perceptions que chacun, a puissent être posées et que les personnes puissent se dire: «OK, bon voilà, je me sens écoutée et maintenant qu'est-ce qu'on fait de ces différentes réalités? Est-ce qu'il y a une manière? Est-ce que ça on peut ouvrir des options? Est-ce qu'on peut trouver des solutions qui conviennent à chacun?» C'est souvent un espace dans lequel on vient parce qu'on a une difficulté de communication, dans le cadre aidant aider, c'est souvent parce qu'il y a des décisions à prendre, hein. Donc on vient dans cet espace pour, enfin nous les médiateurs, on est là pour faciliter le dialogue. Heu On a eu du coup une position qui est la plus impartiale possible, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre et la plus neutre possible. On n'est pas non plus là pour donner des conseils, on n'a pas d'enjeu, nous, dans la situation. Donc on n'a pas de projet pour les personnes, hein. Notre rôle, il est vraiment de faciliter la communication en écoutant, donc les principes d'écoute active, effectivement, que chacun puisse se sentir accueilli dans ce qu'il traverse et on a aussi un rôle, de recentrer souvent, hein, parce que quand il y a des difficultés de communication, souvent il y a plein de sujets qui émergent et on part dans tous les sens. Donc voilà, nous on est aussi là pour que la communication puisse se faire, mais d'une manière la plus, entre guillemets, «efficace» possible, hein. Donc on sélectionne des sujets et puis on fait en sorte qu'on reste sur les sujets. Quand bien même on dérive, on ramène au sujet initial. Hem On est dans un espace, pour qu'une médiation puisse se mettre en place, il y a un principe de libre adhésion, qui s'exerce dès le début. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas obligée de venir en médiation et quand bien même les personnes décident de s'engager dans un processus de médiation, elles sont libres d'en sortir. Voilà, c'est pas un forfait. En général, on fait plusieurs séances de médiation, j'en parlerai, mais à tout moment, une personne peut dire: «Bon, pour moi, c'est plus le bon espace, c'est trop compliqué, c'est pas le bon moment». Et donc il y a une liberté de s'engager et une liberté, de rester dans l'espace de médiation. Les propos, qui sont tenus, qui se tiennent dans l'espace de médiation sont confidentiels, donc nous on n'est pas soumise au secret professionnel, mais on est soumise à la confidentialité et on demande aux personnes de respecter, cette confidentialité pour que l'espace de médiation puisse être vraiment un espace un peu dédié à certains sujets, mais que ça soit pas après, discuter trop avec des tiers qui viendraient interpréter, introduire du malentendu, enfin modifier un peu le contexte et cetera. Donc on demande à chacun de respecter cette confidentialité. Et on est dans une approche, amiable, hein. C'est-à-dire qu'on vient en médiation parce qu'il y a éventuellement des désaccords, enfin des difficultés de communication, des tensions, des désaccords, voire du conflit. Et l'idée c'est de passer, de tester, de tenter une approche amiable, pour résoudre, ces désaccords ou ces conflits, sans forcément être dans une logique, judiciaire. Hem Bon, voilà un peu sur le cadre. Il y a aussi un autre aspect dans la déontologie de la médiation familiale, c'est qu'on est indépendant. On est indépendant notamment de la justice, parce qu'on travaille quand même en lien souvent avec la justice. Hem, on rend pas de compte, à des institutions. On est la médiation familiale, elle est financée en grande partie par la CAF, mais aussi par, la CNSA et en partie par la justice. Pour autant, on rend des comptes sur notre activité, mais sur le contenu de ce qui peut se dire en médiation, on fait pas de rapport, enfin voilà, il y a rien qui sort de l'espace de médiation. On ne rend des comptes que sur la forme, mais jamais sur le fond. Alors, j'ai une deuxième slide qui parle un peu du déroulé d'une médiation, pour essayer d'être un peu dans du concret. Hem, Avant de mettre en place une médiation, on rencontre les personnes. Alors, nous, idéalement, on privilégie les entretiens individuels. C'est ce qu'on appelle des entretiens d'information à la médiation familiale. C'est des entretiens qui sont complètement pris en charge, par la CAF, donc c'est gratuit pour les personnes.
Ça dure, bon, en fonction des personnes, ça peut durer 30 minutes et des fois ça dure 1 heure et demie. Donc ça dépend, on va dire 3/4 d'heure, 1 heure. L'idée là, c'est que les personnes puissent, parler de ce qu'elles vivent, nous présenter un peu leur situation et que nous, on puisse leur expliquer ce que c'est que la médiation, les règles de la médiation et puis du coup déterminer avec elles, est-ce que c'est le bon espace? Est-ce que c'est le bon dispositif? Il nous arrive de réorienter. Hem, Puis aussi peut-être les amener enfin essayer de donner du concret à quoi pourrait ressembler, une séance de médiation. Comment est-ce qu'on aborderait les sujets que la personne nous amène pour qu'elle puisse imaginer, hein, se projeter dans à quoi ça va ressembler ce dispositif. Donc ça, c'est la première étape. Avant de mettre en place une médiation, on rencontre individuellement donc, en général, les personnes qui sont, potentiellement, requises dans l'espace de médiation. Hem, Quand on a recueilli l'accord des différentes personnes, alors là, on peut mettre en place une séance de médiation. Une séance de médiation, ça dure environ ah et ça a changé l'écran. Non, il s'est passé quelque chose là. C'est moi? Ouais, je vais repartager. Hop, excusez-moi. Alors je repartage. Voilà. Donc une séance de médiation, ça dure, 1 heure et demie. En général, on en fait plusieurs. Là, il y a une participation financière qui est demandée aux personnes. Donc la participation financière, elle dépend des revenus, elle est indexée sur un barème de la CAF. Pour les personnes, donc on peut la trouver sur internet, là je l'ai pas dans ma présentation, mais on regarde les tranches de revenus nets et les participations vont de 2 € à 131 €. Donc les personnes qui sont RSA, c'est 2 €, un SMIC, c'est 9 € et puis ça monte graduellement à 131 € pour les personnes qui gagnent à peu près 7 000 € net, par mois. Alors donc les séances de médiation en général, c'est des séances où on a plusieurs personnes. Alors, dans les situations de médiation aidant-aidé, on verra, ça peut être à géométrie variable, hein, on n'a pas forcément toute la famille, des fois on a des sous-groupes en fonction des thématiques, mais en tout cas, on a plusieurs personnes. On peut avoir des entretiens avant les séances de médiation et qui suivent l'information les 1ers entretiens pour aller plus dans le détail et comprendre vraiment quels sont les sujets à traiter, donc pour préparer les séances de médiation et à l'issue des médiations, on peut avoir des accords de différentes natures. Donc on peut avoir des accords oraux et les personnes, sont satisfaites avec un accord qui passe par de l'oral. On peut avoir des accords écrits, heu, entre les personnes, donc qui n'ont pas de valeur, juridique et puis il peut y avoir des accords écrits qui sont après, envoyés à la justice pour, des homologations, enfin voilà, pour que ça devienne plus ça acquiert une force exécutoire, hein, que ça soit validé par un juge et que ça acquiert une force exécutoire. Donc voilà, là, c'est très global ce que je vous ai dit là sur la médiation familiale. Je vais venir un peu plus précisément à la médiation familiale dans des contextes, de vulnérabilité. Du coup, qui peut saisir, un service de médiation, hein, un peu, il y a pas mal de canaux, hein. Ça peut être, en général, nous, enfin, c'est très souvent des personnes de la famille, hein, qui nous sollicitent. Ça peut être un aidé, des fratries, ou des proches aidants. On a aussi des médiations qui nous arrivent par la justice, hein, notamment, les juges de proximité, éventuellement pour des mesures de tutelle. On peut avoir des médiations qui nous arrivent par un mandataire judiciaire qui lui aussi exerce une mesure de tutelle et qui a détecté, l'existence d'un conflit ou de désaccord au sein de sa famille qui aura un impact sur son activité. Donc il peut venir vers nous, pour, qu'on s'occupe de la partie, conflit familial. Voilà, donc ça peut être des institutions, et puis ça peut être les personnes qui nous sollicitent, voilà, de manière, on appelle ça conventionnelle. Et les sujets, voilà, donc là on est vraiment typiquement sur, les sujets pour la médiation aidant-aidé. Hem, les sujets qu'on va venir traiter en médiation, c'est souvent en lien avec le maintien à domicile ou une entrée en établissement. Heu,
Donc ça, c'est typiquement des fratries en général ou, un des aidants, d'une fratrie, qui nous appelle et qui est en situation effectivement d'épuisement ou alors qui veut revoir avec ses frères et sœurs, la répartition, du soutien, hein. Donc comment est-ce qu'on fait j'ai une collègue qui a fait une médiation comme ça, où il y avait 4 frères et sœurs, un parent âgé, et en fait, ils voulaient revoir leur répartition parce qu'ils avaient un espèce de roulement, chacun s'occupait un mois du parent, mais à temps complet. Et bon, ça a duré quelques années et puis au final, un des aidants, il vieillissait aussi. À lâcher, En oui. fait, les aidants vieillissaient aussi, donc ils voulaient revoir ça et puis ils étaient très, géographiquement dispersés, ils communiquaient pas très bien. Donc voilà, ils sont venus, ils ont sollicité un espace de médiation pour pouvoir, revoir un peu les modalités. Alors, dans des cas de normalement pour la médiation familiale, on essaye d'être dans un endroit le plus neutre possible. Donc nous, on a des locaux où on peut recevoir ou alors on a des accords avec, bah, des CCAS, des centres sociaux, maisons de la famille, de la parentalité, enfin voilà, des locaux publics dans lesquels on peut recevoir les personnes pour être le plus proche possible, de leur domicile, hein, sur, le territoire du Val-de-Marne. Dans le cas particulier, des médiations aidant aidés, il nous arrive d'aller au domicile. Ou alors de se déplacer. Moi, il m'est arrivé de faire des entretiens, dans des halls d'hôpitaux, parce que, bah, l'aidant était venu voir son aidé qui était hospitalisé, donc bon, bah, voilà, je l'ai rejoint dans un hall d'hôpital. On a aussi une autre caractéristique dans les médiations aidant-aidés, c'est que souvent les fratries sont dispersées géographiquement. Donc on peut utiliser la visio parce qu'ils sont pas tous, dans le Val-de-Marne, ils sont pas tous en région parisienne. Donc voilà, on s'adapte. Voilà, on fait preuve de beaucoup plus de souplesse qu'avec, d'autres types de médiation. C'est une des particularités de ces médiations-là. Donc ça, c'est un des grands sujets, hein, tout ce qui est maintien à domicile, entrée en établissement. Hem, on peut avoir aussi, des sujets autour des mesures de protection, hein, la décision, d'une mise sous protection ou alors, enfin voilà, un désaccord sur, comment est-ce que la mesure devrait, être, exercée. Hem, l'organisation du maintien à domicile, donc voilà, c'est un peu la situation que je pouvais raconter, au tout début. Tout ce qui est financier, donc l'obligation alimentaire, donc ça, c'est souvent évidemment un gros sujet. On a, alors, ça peut se faire on est parfois sollicité en conventionnel, mais on peut aussi être sollicité, dans un cadre judiciaire. Aujourd'hui, au tribunal, tout ce qui est les audiences d'obligation alimentaire, vous savez que quand il y a une demande d'aide sociale, à l'hébergement, ça passe par le conseil départemental qui demande une obligation, alimentaire aux personnes. Quand les personnes ne sont pas d'accord, elles peuvent se retourner, auprès de la justice. Et là, il y a c'est les juges aux affaires familiales qui sont en charge de ces audiences, autour de l'obligation alimentaire et là, ça peut avoir un intérêt. On a mis en place un processus là avec le tribunal pour, inciter les personnes à venir se parler en fait en médiation, hein, donc des fratries qui seraient pas d'accord sur la répartition de l'aide alimentaire, de l'obligation alimentaire, pardon. Inciter les personnes à venir plutôt discuter de ça en médiation. Plutôt que de se retrouver comme ça du jour au lendemain, face à l'institution, justice. Voilà, ou en tout cas préparer, hein, que la médiation puisse aussi permettre aux personnes de préparer, d'avoir le même niveau d'information sur ce processus, cette obligation, parce que parfois elle est ignorée en fait, hein. Les gens découvrent qu'ils ont encore l'obligation alimentaire alors qu'ils ont 70 ans, et ils s'y attendent pas. Donc voilà, l'espace de médiation, ça peut être aussi un espace qui permet d'avoir que tous les frères et sœurs, toutes les personnes concernées aient le même niveau d'information au même moment. Parce que si chacun va se renseigner de son côté, chacun va poser des questions différentes et va récupérer des informations différentes et encore les réalités vont se construire, mais différemment. Au moins dans l'espace de médiation, ça peut être quelque chose qui est une espèce de vision un peu partagée. Voilà, une vision un peu partagée, ce qui permet d'éviter des malentendus ou des conflits qui naîtraient finalement de ces malentendus-là. Et puis éventuellement de se mettre d'accord, mais au moins d'être préparé à ce qui va se passer lors de l'audience, hein. Une audience en obligation alimentaire,
On demande à chacun, ses revenus, ce qu'il fait professionnellement et cetera. Donc ça peut être vécu, quand il y a du conflit entre les frères et sœurs, comme quelque chose d'un peu intrusif. Donc voilà, ne serait-ce que de savoir que ça va se passer comme ça, bon, bah, ça permet aux personnes d'arriver à l'audience en étant aussi un peu moins stressées, enfin voilà, Oui, c'est vrai. de se détendre un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus, avec la justice. Puis après, il y a des cas de cohabitation, qui deviennent conflictuels. On a une situation, bah, qui a été faite justement à domicile. On avait une maman qui s'occupait de son fils en situation de handicap et puis, bah, elle approchait les 70-75 ans. Elle devait être elle-même hospitalisée et donc une de mes collègues a fait une médiation qui a permis bah, définir en fait des actions qui pourraient, permettre à son fils de changer d'organisation, hein, finalement, d'être accueilli dans un établissement. Enfin voilà, d'échanger sur toutes les possibilités et ce qui pouvait être fait, puis de mettre en place un peu comme une espèce de plan d'action. Alors après, c'est pas le médiateur qui va le faire, hein, il y a des relais qui doivent, s'installer derrière. Mais voilà, d'apaiser les échanges pour que, la maman qui était aidante du coup de son fils, puisse, prendre soin d'elle aussi. Donc ça, c'est aussi une autre typologie de situation dans laquelle la médiation peut être pertinente et on a aussi parfois difficulté d'accès à un parent. C'est-à-dire que, il y a un enfant qui habite à proximité du parent, qui est devenu l'aidant, naturel, on va dire, évident, de fait et puis, qui les autres enfants qui, finalement ont un accès assez restreint à leurs parents et qui voudraient peut-être avoir plus de place dans l'univers de leurs parents et qui n'ont pas cette place-là. Donc c'est voilà, c'est un peu parler de la place de chacun. Des fois, il y a un aidant qui est très, très présent et qui a du mal à laisser de la place aussi, aux autres. Donc voilà, toutes ces difficultés et ces frustrations, et tensions qui peuvent, émerger de ces situations-là peuvent être des sujets de médiation. Hem Alors à quoi ça sert? Bon là, c'est un peu ce que je vous ai dit, mais voilà, faire entendre et comprendre sa charge mentale, ses difficultés, hein. C'est vraiment que chacun puisse, poser sa réalité, qu'elle soit là, qu'elle soit prise en compte. Au moins, elle va être entendue par le médiateur, qui va s'efforcer de creuser ça pour chacun et après c'est, comment on fait avec toutes ces réalités? Beh, après, du coup, ça permet, d'ouvrir le dialogue et puis d'essayer de trouver des solutions qui puissent être, acceptées par tous. S'organiser pour l'avenir, hein, donc il y a vraiment aussi un rôle préventif de se dire: «Bon, OK, là, on est à ce stade-là de la maladie, mais dans 6 mois ou dans un an, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, quand, la maladie ou le niveau d'autonomie aura diminué? Est-ce qu'on imagine un EHPAD, mais pour dans un an ou dans 2 ans?» Enfin voilà, de s'aligner un peu sur l'avenir en faisant face à cette réalité. Parler des fois de sujets que l'on n'ose pas aborder seul avec son entourage parce que voilà, on n'ose pas, on se dit: «Oh, bon, me faire encore, Heu, enfin, ça va encore mal se passer et cetera. Donc l'espace de médiation, ça peut être un espace dont on s'empare pour ça, hein. C'est les personnes qui amènent les sujets, c'est pas le médiateur, hein, donc tout il y a pas de sujet tabou. Être au même niveau d'information sur la vie de l'aidé, donc ça, c'est ce que je disais, c'est ce partage avoir un espace où tout le monde entend la même chose au même moment et puis organiser, la communication familiale, voilà. Donc ça peut servir à tout ça. Après, nous, on intervient donc il y a plusieurs associations de médiation familiale dans le Val-de-Marne. Nous, c'est vrai que à l'UDAF, on est particulièrement spécialisés. Chacun a un peu il y en a qui sont plus sur, la protection de l'enfance et cetera. Nous, on est plus particulièrement, spécialisés sur la partie aidant aidé parce qu'on il y a une expérimentation qui se fait au niveau du réseau des UDAF, donc au niveau de l'Union nationale des associations familiales avec le CNSA, justement pour développer cette médiation aidant-aidé. Donc on a été formés sur cette, thématique-là. On est 3 médiatrices, on a donc 8 lieux d'intervention dans le Val-de-Marne, donc on enfin, tout on est basé à Boissy-Saint-Léger où on peut accueillir les personnes, tous les jours et puis après on a des accords avec Corly, Charenton, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Créteil, Villiers-sur-Marne, Sucy et j'en oublie un je crois, je sais plus. Voilà, il y en a 8 en tout. Et pour la médiation aidant-aidé, on peut aussi réaliser des interventions, sur le lieu de vie de la personne, alors, que ça soit à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile. Hem Voilà.
j'ai fait le tour, je pense. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Je sais pas si vous avez des questions, je serais heureuse d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse la main s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je garde ta question, Odile, pour tout à l'heure. J'avais une question. Quand vous parliez de la mère âgée avec son fils en situation de handicap, est-ce que vous avez aussi vocation à orienter, dans l'occurrence cette dame, vers des dispositifs ou vraiment vous mettez juste le plan d'action et... Non, alors on ne fait pas un plan d'action, c'est un peu caricatural. Mm. C'est-à-dire qu'on échange avec les gens sur Oui. ce qu'ils veulent faire. On n'a pas vocation à mettre en œuvre, mais Mm. effectivement on réoriente Oui, sur les d'accord. plateformes de répit, sur Oui, d'accord. les suivis psychologiques, sur des cafés des aidants si on voit qu'il y a un besoin de ce Mm. côté-là. Oui, la médiation, c'est un espace où il y a du dialogue, il y a de la prise de décision, mais on ne fait pas de soutien individuel, Mm. on ne peut pas accueillir les aidés. Enfin, oui, on peut accueillir les aidés en médiation, mais on ne peut pas proposer du répit. Enfin, voilà, Tout à fait, oui. on n'a pas la structure-là. Donc, oui, évidemment qu'on réoriente. Du coup, j'enchaîne. L'affinité, du coup, c'est qu'à la fin, vous puissiez, donc, une fois que les deux parties se sont mis d'accord, de compléter un document, c'est ça? Alors, ça peut être ça, ça dépend de... Alors, pour les médiations aidant-aidés, ça peut être un peu particulier. Ils n'ont pas forcément besoin, mais s'ils ont besoin d'un accord. Alors, en médiation familiale classique, Oui. où en général, c'est des problématiques d'autorité parentale, c'est deux parents qui ont besoin d'organiser la vie de leurs enfants. Là, c'est très clair, effectivement, on peut les aider à rédiger un document qu'ils vont faire homologuer par un juge aux affaires familiales. Pour des médiations aidant-aidés, ça dépend vraiment de la question. S'il y a une audience obligation alimentaire et que les personnes arrivent à se mettre d'accord en amont, on peut effectivement rédiger un document qu'ils pourront proposer au juge qui, si les personnes sont d'accord, le juge n'a pas de raison de décider d'autre chose, quoi. Si ça a été réfléchi Si c'est réfléchi et que ça vient des personnes, ça sera forcément plus pérenne que si c'est lui et mieux accepté et voilà, que si c'est lui qui impose quelque chose. Voilà, mais ça dépend sur du maintien à domicile, une organisation de la communication, et cetera. Il n'y a pas forcément matière à rédiger. Si elles ont besoin qu'on rédige, on peut rédiger pour elles. Enfin, on peut les accompagner dans la rédaction pour avoir quelque chose qui passe vraiment consensus et reprenne les mots de chacun. Que ce soit palpable. C'est ça. Oui, pour être sûr Dans que... certaines situations, les parents s'en veulent, mais les écrits restent. Ça permet Ouais. de formaliser, de cadrer aussi Oui, quelque oui, oui, chose qui a été mis en avant et posé, en fait. Et pour vous interpeller, il y a une fiche à remplir ou c'est vraiment... Alors non. Non, il y a un numéro de téléphone et il y a une D'accord. adresse mail. D'accord. Et alors nous, il n'y a pas forcément, on n'est pas territorialisé. Oui. C'est-à-dire qu'on a des lieux d'intervention physiques qui sont dans le 94, mais il nous arrive d'être interpellés par des personnes. Il y a peut-être une personne de la famille qui est dans le 94, les autres vont être ailleurs. Et des fois, il n'y en a même pas dans le 94, mais il y en a dans le 91, l'autre dans le 93, et ils coupent la poire en deux et ils se disent, bah, tiens, le 94, c'est à mi-chemin. Voilà, donc on peut recevoir des personnes qui viennent de différentes villes, différents départements, et puis on fait de la visio aussi. Donc on n'a pas ce côté territorialisé. Et pour une personne qui est en situation de handicap ou une personne âgée, pas forcément à l'aise avec la visio, il y a possibilité d'aller au domicile. Oui, alors ça on le fait. Alors ça j'ai des collègues qui l'ont fait. Alors moi personnellement je ne l'ai pas fait, je suis allée dans des structures type hôpitaux, D'accord, ok. mais j'ai une collègue qui a fait une médiation. Effectivement, la personne aidée était présente en fait, Mm. et elle était partie prenante de la médiation. Enfin, c'est le cas de ma collègue là, avec la maman et le fils handicapé, mais aussi une médiation où c'était la personne aidée qui était en perte d'autonomie, et ça s'est fait à domicile, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire se déplacer la personne. Mm. Donc on a plus de flexibilité, évidemment, on s'adapte aux situations, aux ces situations. Peut-on avoir la présentation? Oui, alors les présentations seront à disposition juste après la visio. Donc on va être sur le site Maillage 94, ainsi que la vidéo. Donc, même au niveau des coordonnées, il n'y aura pas de souci. Alors, est-ce que vous faites de la médiation entre l'aidé et le mandataire judiciaire? Alors, non. Enfin, non, alors c'est pas notre vocation. En général, voilà, le mandataire, il est attaché à une structure où il est libéral. Nous, on fait de la médiation
au sein de la famille. Alors souvent, quand il y a souvent des conflits entre la famille et le mandataire. Donc nous, on peut traiter la partie familiale. Souvent, quand il y a un conflit avec un mandataire, il y a un conflit sous-jacent familial, en fait. Et enfin voilà, et le mandataire devient l'objet du Mauvais conflit. objet, oui. Ah, le mauvais objet, exactement. Donc voilà, ça peut être des situations qui laissent entendre qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille, et nous, on peut intervenir au niveau de la famille. Mais on fait pas de médiation. Alors, on peut avoir aussi le mandataire qui intervient dans une médiation familiale. Parce que mesure de tutelle, c'est lui qui doit valider des solutions potentielles au niveau financier. Donc, on peut le faire intervenir à un moment pour dire est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Est-ce que c'est réaliste? Mais le conflit entre le mandataire et la famille, non, c'est pas, du coup, il fait pas partie de la famille. Donc, voilà, il peut être présent, mais pour d'autres raisons. Et on peut avoir des mandataires qui nous sollicitent. Enfin, moi, j'ai fait des médiations, c'était des mandataires qui voulaient se décharger d'un conflit familial et qui nous demandent, voilà, d'aider, en fait, à gérer la partie conflit familial parce qu'eux ont assez à faire à gérer la tutelle ou la curatelle, en fait, hein. Et puis en plus, c'est vrai que ce que les familles ne savent pas, c'est que quand il y a des problématiques familiales dans lesquelles il y a et qu'il y a une mesure de protection de justice qui est sollicitée, souvent le juge oriente sur, un professionnel extérieur à la famille, justement pour essayer de sortir de cette, notion de conflit. Sauf que j'imagine bien qu'il y a des mandataires qui soient rattrapés par, Ah les conflits familiaux, oui, bien sûr. avec les enjeux de pouvoir, compliqués. Donc, vous posez la question, et si l'aidé n'a pas de famille du tout? Alors, Il peut pas y avoir de donc il y a pas de médiation, enfin, il y a pas vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas matière à médiation? En aucun cas, le mandataire ne peut être considéré comme, Ah ouais, non, mais le mandataire, il a un rôle d'assistance ou de représentation, mais il est pas, C'est pas un membre de la famille. c'est pas un OK. membre de la famille, hein. Il y a d'autres questions? Si on vous contacte, combien de temps, il y a à peu près combien de temps d'attente? Ah, les délais, alors ça dépend des périodes, mais ça peut être une phase. En fait, ça dépend de la disponibilité des personnes et de la nôtre. Enfin, là, c'est pas sur une semaine, enfin, ça dépend où, c'est difficile à dire, mais c'est pas très long, quoi. D'accord. C'est pas C'est pas très 6 mois de détente. long. Non, non, du tout. Non, non. Et en tant que partenaire, faut pas non plus hésiter. Nous, on a régulièrement des partenaires qui nous appellent en disant voilà, enfin, moi j'ai une assistante sociale à un hôpital là, qui m'a appelé parce que j'avais été les voir il y a quelques temps. Et j'ai ces deux situations, est-ce que je vous les oriente ou pas? Enfin voilà, pour faire un espèce de pré-diagnostic, est-ce que la médiation est le bon espace ou pas? Donc si vous avez à un moment des doutes et vous dites est-ce qu'on peut orienter, faut pas hésiter à nous appeler pour en discuter 2 minutes. Et après, voilà, de donner nos informations à la famille ou d'envoyer un mail, enfin de les accompagner pour qu'elles puissent prendre rendez-vous. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que si, peu importe l'aidé, est très réfractaire à la médiation et qu'il y a une fratrie, par exemple, est-ce que la fratrie peut quand même faire la médiation pour essayer de, trouver des pistes ou faut vraiment, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait les 2 parties? Non, alors, mais ça dépend, enfin, c'est difficile, ça dépend vraiment de Oui, donc est-ce que l'aider alors, nous, on essaye au maximum de rencontrer l'aider, qu'il soit au moins au courant Oui, d'accord. qu'il y a une Oui. médiation Mmh. et que ses enfants, vont se rencontrer pour discuter du sujet. Oui. On n'a pas eu de situation où il y avait vraiment, enfin voilà, une réticence qui empêche la mise en place de la médiation. D'accord. Est-ce que ça sous-entend que du coup, concernant la personne aidée, donc pas les aidants, mais la personne aidée, vous avez, peu de personnes avec des troubles cognitifs ou ça a rien à voir? Enfin, je me dis pour pouvoir, conscientiser Oui, le alors, conflit, c'est rare. réfléchir et cheminer, Il est rare qu'on ait les personnes aidées en médiation, s'il y d'accord, a des problèmes cognitifs, d'accord. mais on essaye quand même De les intégrer au d'y plus avoir possible, accès, bien sûr. au moins pour alors qu'elles soient informées qu'il y a un processus de médiation D'accord. qui se met en place et qu'elles comprennent un petit peu. Voilà. Les tenants et les Et aboutissants. et après voilà, ça s'arrête. D'accord. Ça peut s'arrêter là et la médiation peut continuer et après la médiation, elle peut être à géométrie variable. Des fois, on a des grandes fratries. Des fois, sur un sujet, on va pas forcément recevoir tout le monde. On va recevoir, 3 frères et sœurs et puis sur un autre, enfin voilà, où tout le monde enfin voilà. On peut avoir des dispositifs, vraiment à ouais, géométrie variable. D'accord. Alors, est-ce qu'on a fait toutes les questions?
N'hésitez pas. Alors, j'avais une question tout à l'heure de Madame Pousse pour le PFR. C'était concernant les vacances de répit. C'est à peu près quel budget? Concernant l'organisation du répit et des vacances, il y a une grosse différence entre le répit dans le champ du handicap et le répit dans le champ de la gériatrie. Dans le champ du handicap, avec la MDPH, euh, les aidants peuvent prétendre à une aide qui est financée via la MDPH. Concernant la gériatrie et l'APA, le répit n'est pas financé par le département. Donc ça restera malheureusement toujours à la charge financière des aidants. Donc après, ça dépend des établissements qui organisent le répit. Donc je peux pas donner de somme parce que ça dépend de l'établissement vers lequel le répit sera organisé. N'hésitez pas dans le chat. C'est vraiment la grosse différence entre le répit dans le champ du handicap et le répit sur la gériatrie, c'est que ça se finance, c'est pas du tout financé de la même manière par le gouvernement. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour ces présentations. Juste pour information, alors, on vous a mis dans le chat S'entraider, donc qui est un guide qui recense les structures du 94 sur la thématique des aidants. Donc on vous invite vraiment à aller le consulter. Il y a des explications, il y a un annuaire. Donc je vous remettrai le lien si besoin. Euh, pour information, nos prochains webinaires contact, donc ça c'est le 14 octobre à 14 h, et donc c'est sur la thématique des réseaux de santé régionaux. Donc on va présenter 4 réseaux de santé, le réseau ROND qui est un réseau sur la thématique de l'obésité, le CER Diabète sur le diabète, la lutte contre la douleur, le réseau LCD, et Rhapsodif qui est un réseau pour le handicap, pour la prévention odontologique. Voilà, donc je vous mets simplement le lien d'inscription si ça vous intéresse. Et puis je vous remercie encore beaucoup pour les questions, beaucoup pour votre participation. Puis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.